Bonsoir à tous et merci aux camarades de R et du CNC pour leur invitation. Donc oui, on nous a proposé avec Michel de vous faire un petit topo sur le traité transatlantique qui n'existe pas donc d'après Emmanuel Macron. On s'est dit qu'en fait, comme on est justement face à des gens de R et du CNC, vous devez sûrement déjà être au courant de pas mal de choses, donc on va pas vous assommer de données ni de chiffres, ni ce genre de choses, mais on préférait privilégier avec vous les échanges et la discussion et les questions. Voilà. Donc on va faire une rapide présentation avec Michel. Comment définir le projet de traité transatlantique en quelques mots? Ça vise à abaisser les barrières tarifaires et non tarifaires en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis et au sein de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est un grand marché transatlantique qui vise donc à abaisser, donc, comme je disais, les barrières tarifaires et non tarifaires, donc c'est-à-dire les droits de douane essentiellement, et harmoniser, comme ils disent pudiquement, faire converger les normes sociales, sanitaires et environnementales essentiellement. Donc le traité transatlantique, c'est à peu près 25 ans de préparatifs. Alors je vais donner quelques dates, désolé pour ceux qui les connaissent, mais j'imagine que tout le monde ne les connaît pas, donc je vais vous les redonner. Il y a une déclaration transatlantique qui est faite en 1990, le 22 novembre très exactement. En juin 2005, il y a un sommet américano-européen à Washington. Le 30 avril 2007, on lance le Conseil économique transatlantique, donc c'est Bush, Merkel et Barroso qui sont à la manœuvre. En février 2009, on a le Parlement européen qui vote une résolution sur la création effective d'un grand marché transatlantique. Et le 14 juin 2013, on donne mandat à la Commission européenne pour créer un grand marché transatlantique. Voilà, la Commission européenne a des compétences exclusives en la matière. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, le traité transatlantique est un des segments du mondialisme, l'occidentalisme pour le coup. On peut le qualifier d'autant économique, d'ailleurs ce n'est pas une expression qui vient de moi, je crois que c'est Barack Obama qui avait employé ça, qui disait qu'on pouvait effectivement voir le traité transatlantique comme un futur OTAN économique. Et Wall Street Journal lui avait dit que c'était une façon comme une autre pour l'Ouest de poursuivre et de garantir son leadership dans le concert des nations et dans la globalisation. Donc en fait, pourquoi c'est un vrai projet mondialiste? Tout simplement parce qu'en fait le processus final, l'aboutissement, c'est une fédération transatlantique qui serait composée de 78 États, donc les 28 États de l'Union européenne plus les 50 États des États-Unis, et un parlement transatlantique qui serait composé à la fois du Congrès américain, c'est-à-dire Chambre des représentants plus Sénat, plus Parlement européen. Voilà, donc Parlement transatlantique et Fédération transatlantique. Et comme on va tenter de vous l'expliquer, de vous le démontrer avec Michel, contrairement à ce qu'a dit Nicole Bricq, le partenariat transatlantique n'est pas une chance pour la France. Alors comme vous le savez, on a une classe politique qui s'y connaît très bien en chance pour la France. Comme pour les autres chapitres du grand livre Chance pour la France, le TAFTA n'en est pas une. Et pire que tout, ça serait peut-être même le dernier clou sur le cercueil de la France et plus largement même du continent européen, je pense. Voilà. Si Michel veut embrayer. Okay. Bon, je vais faire très bref parce qu'on a choisi de privilégier les échanges et les questions. Donc pour parler simplement plutôt de l'aspect économique. Pardon, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de micro et j'ai une toute petite voix. Donc je disais, je vais être très bref parce qu'on a choisi de privilégier les questions et je vais parler de l'aspect économique. Alors, en quelques minutes, de quoi s'agit-il en réalité à travers le TAFTA sur le plan économique? Je ne parle là que du plan économique.
il ne s'agit pas vraiment d'abaisser les barrières douanières, parce que vraiment, les barrières douanières, il n'y en a plus beaucoup. Bon, ça existe, ça fait partie des sujets abordés, mais ce n'est pas le vrai sujet. On peut considérer qu'aujourd'hui, entre l'Europe et les États-Unis, il n'y a pratiquement plus de barrières douanières, sauf dans quelques domaines bien précis. Il s'agit essentiellement de faire converger les normes, c'est-à-dire d'abaisser les barrières non tarifaires au commerce entre les deux zones. Je dis les deux zones parce qu'il s'agit en fait, à travers le lien États-Unis-Europe, plus largement de préparer l'intégration non seulement entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi indirectement à travers les États-Unis, entre l'Europe et d'autres zones qui sont en ce moment en train de négocier des partenariats avec les États-Unis. Il y a un partenariat transpacifique qui est en cours de négociation de l'autre côté. Et puis, il y a l'ALENA en Amérique du Nord. Donc, on peut considérer, si vous voulez, que les Américains sont en train d'essayer, à travers l'ALENA et la négociation de ces deux partenariats, de préparer, on va dire, un processus de convergence qui sera forcément très étalé dans le temps en réalité, mais de l'enclencher de manière à ce qu'ensuite il ne puisse plus être arrêté, pour abaisser toutes les barrières économiques à l'intérieur de ce qui pourrait un jour être une sorte finalement d'empire américain ou américano-centré intégré. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour demain. Hein. Clairement, ils essayent d'enclencher un mécanisme et l'objectif, c'est progressivement d'incuber les structures qui vont ensuite, très lentement, ça peut prendre plusieurs décennies, arriver au résultat qu'on recherche, c'est-à-dire cette intégration. Comme souvent, quand on se demande pourquoi on fait les choses économiquement, on arrive à la conclusion qu'il y a des objectifs de court terme et que les objectifs de court terme sont essentiellement financiers. Et puis il y a des objectifs de long terme et que les objectifs de long terme en fait sont politiques. Moi je ne crois pas à l'autonomie réelle de la sphère économique, si vous voulez, sauf sur des enjeux de court terme où effectivement elle peut primer le politique parce que tout simplement à un certain moment il s'agit de savoir si on a l'argent ou si on l'a pas. Bon. Mais quand on parle des objectifs à long terme, en fait tout est politique. Bon. Dans les objectifs de court terme, certainement il y a, si vous voulez, pour des oligarchies qui administrent les États-Unis d'un côté et l'Union européenne de l'autre, l'idée d'essayer de s'imbriquer, de se cautionner l'une par l'autre, parce qu'il faut voir qu'en fait, ce sont des gens, on a l'impression qu'ils sont conquérants, on a l'impression qu'ils sont tout-puissants, on a l'impression qu'ils sont en train d'organiser un monde à leur image. C'est pas vrai du tout. Ils sont sur le reculoir, en fait. Ils sont en difficulté. La part de cet ensemble euro-américain dans le commerce mondial baisse régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, et cette baisse s'est accélérée fortement depuis le début des années 90. Aujourd'hui, en réalité, cet ensemble ne pèse plus 50% de l'économie mondiale. Il pèse moins que ça. Alors ça dépend du critère que vous allez retenir pour mesurer ce que c'est que l'économie. Est-ce que vous allez prendre le PIB ? Ce qui vous pose aussi le problème de savoir, est-ce que vous allez prendre le PIB à parité de pouvoir d'achat ? Est-ce que vous allez prendre le PIB au taux de change courant ? Qu'est-ce que vous allez intégrer dans le PIB ou pas ? Parce qu'il y a des pays qui ont des PIB imaginaires, hein, très largement. Est-ce que vous allez prendre le poids dans le commerce international ? Bon, mais de toute façon, à peu près, quel que soit le paramètre, si on est dans les paramètres sérieux, on voit que cet ensemble, Europe-États-Unis, pèse aujourd'hui beaucoup moins que la moitié de l'économie mondiale et que sa part diminue. Donc ils sont sur le reculoir. Donc il y a cet objectif à court terme de se solidifier, de fabriquer un ensemble où tout est intégré, où donc de facto tout devient, si vous voulez, too big to fail, trop gros pour tomber. Parce que quand on est comme ça en train de gérer un recul, on est en danger. Et donc il y a des idées, en fait, en arrière-plan derrière tout ça, certainement de fabriquer cet ensemble qui est too big to fail pour au moins tenir. Et pour pouvoir, à partir de là,
imposer un système de normes dans la mondialisation en restant suffisamment lourd à l'intérieur de l'ensemble pour être de toute façon incontournable. C'est de ça stratégiquement qu'il s'agit. Et puis à plus long terme, et c'est là que l'économique reboucle sur le politique, quel est le grand intérêt de faire converger les systèmes de normes? C'est que derrière cette étape qui va donc au-delà de l'abaissement des barrières tarifaires, on ouvre la porte, si vous voulez, à une convergence des sociétés elles-mêmes. On ouvre la porte à une intégration de leur schéma logistique. Et c'est là que ça devient crucial. C'est là que on peut dire que le commerce international change de dimension. Il arrête d'être une simple question financière, il devient vraiment une question intrinsèquement politique. Si on arrive au point où la machine industrielle européenne et la machine industrielle américaine, ayant le même marché, les mêmes normes, les mêmes règles juridiques de fonctionnement, et pouvant s'opposer à l'action d'un État à travers le mécanisme du tribunal arbitral qui est envisagé, en tout cas dans le cadre du mandat de négociation que la Commission européenne s'est fait donner pour ce traité, eh bien on arrive dans une situation où, dans quelques années, il ne sera plus possible de désimbriquer ces entités. Parce que, tout simplement, les chaînes logistiques seront trop profondément dépendantes les unes des autres. Là, aujourd'hui, il y a encore une certaine capacité des Européens, éventuellement, à dire non aux Américains, parce que il y a encore un complexe militaro-industriel français, par exemple. Certains en doutent. Bon. Mais je crois qu'il y en a encore un. Après tout, on est capable de faire des rafales. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Hein. Voire même très bon. Mais si on arrive à intégrer complètement les chaînes logistiques, là c'est fini. Surtout que forcément, le centre de décision, ça sera le pays le plus lourd dans l'ensemble, et le pays le plus lourd, c'est les États-Unis. Et à long terme, c'est ça qui est visé. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif stratégique à l'horizon de 20-30 ans, c'est l'américanisation complète de l'ensemble euro-américain. Et derrière la dynamique économique qu'on essaye d'impulser, c'est ça l'objectif. Donc en fait, à travers l'économique, c'est ce que je voulais simplement dire, on reboucle complètement sur le politique. Et de A jusqu'à Z, il ne s'agit que de ça. Alors maintenant, comment ça se passe? Je voudrais simplement conclure là-dessus en ce moment, puisque tout à l'heure, on disait que ça va probablement être adopté. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est compliqué pour les classes dirigeantes européennes et américaines de s'entendre. C'est compliqué, je crois, pour une raison qui est très facile à comprendre. Si vous vous mettez à la place des dirigeants français actuels, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui les intéresse? Ce qu'ils veulent, c'est que le système français s'intègre dans le système, on va dire, euro-américain en formation. Parce que tout simplement, ça va leur rapporter. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des chaînes logistiques plus longues, des schémas commerciaux plus complexes, et plus c'est complexe, plus c'est intégré, plus dans un système où les classes dirigeantes tirent leurs revenus de la valeur d'échange, plus leurs revenus augmentent. Donc c'est ce qu'ils veulent. Pour dire les choses de façon plus simple et plus concrète, moi je me souviens quand j'étais gamin, il y avait eu un scandale parce qu'il y avait un PDG de Peugeot, un monsieur qui s'appelait je crois Jacques Calvet, qui gagnait un certain salaire. Alors je me souviens plus des chiffres, mais j'ai vu récemment ce qu'étaient les salaires des PDG des entreprises du CAC 40. Scandale Combe. Voilà, enfin. Avec Alcatel-Lucent là. Voilà. Le salaire de Calvet était de mémoire était beaucoup plus faible. Enfin, je veux dire, il y a eu une explosion des salaires de ces gens-là. Eux, ils ont intérêt à ce que l'économie qui leur donne ces salaires augmente.
qu'elle grossisse. Et elle grossit par la complexification des chaînes logistiques, par leur étendue. Plus on intègre, plus c'est gros, plus ça leur rapporte. Donc ils veulent rentrer là-dedans. Mais le problème, c'est quelle part du gâteau ils auront. Prenez par exemple le secrétaire d'État au commerce extérieur actuellement en France. C'est un monsieur qui s'appelle, je crois... Fekl, voilà, merci. Ce monsieur, si le système français tel qu'il est aujourd'hui intègre ce système mondial, pour lui c'est tout bénéfice, parce que son salaire, si vous voulez, ses revenus vont forcément converger vers les revenus de l'oligarchie qui administrera ce système mondial, puisqu'il y aura sa part. Mais il faut que le système français reste constitué. Parce que si vous regardez la biographie de ce monsieur Fekl, vous voyez qu'il n'a de compétences, il n'a de valeur qu'à l'intérieur de ce système. C'est un énarque, pur produit du système étatique français. Si ce système étatique se dissout complètement, à mon avis, pour M. Fekl, ça va être un peu compliqué. Il n'a jamais dirigé de grande entreprise. Il n'a pas de compétences dans le monde de l'économie compétitive mondialisée réelle. Je crois qu'il est membre de la French American Foundation. Il est membre de la French American Foundation, mais si tu veux, ça ne lui donne pas une compétence pour diriger une grande entreprise. Non. C'est peut-être parce qu'il est membre de la FAF qu'il a été mis secrétaire d'État au commerce extérieur. Il a été mis là pour ça. Mais il est là pour négocier au nom de l'oligarchie française, qui est quand même largement une oligarchie étatique, son intégration dans cette oligarchie mondiale, qui administrerait à terme ce grand système intégré. Tout le problème de la négociation qui est en train de se dérouler, c'est que si on a un tribunal arbitral, par exemple, qui fait partie des clauses du mandat de négociation de la Commission européenne. Donc qu'est-ce que c'est ce tribunal arbitral pour les gens qui ne seraient pas au courant? En gros, ça donne le droit, je fais très simple, ça donne le droit à une multinationale d'aller devant ce tribunal pour contester les politiques d'un État. C'est-à-dire que par exemple, il y a un gouvernement qui arrive au pouvoir en France et qui décide que pour des raisons d'intérêt national, il va nationaliser une entreprise. Par exemple, je ne sais pas, on va dire... Alstom, bon voilà, on va renationaliser Alstom pour des raisons d'intérêt national. S'il y a un tribunal arbitral, il est possible d'aller devant ce tribunal pour dire « Ah oui, non mais attendez, c'est contraire aux règles du traité, de ceci, de cela, ça brise, je ne sais pas, la concurrence libre et non faussée. » Enfin, on trouve toujours des arguments dans ces cas-là. Et ce tribunal peut interdire au gouvernement français de renationaliser Alstom. Il peut le faire. En théorie, si la mécanique qui est implicite dans le mandat de négociation va jusqu'à son terme, c'est ce qui se passe. Si on va jusque-là, M. Fekl, à un certain moment, il sera plus utile. Merci, vous nous avez donné les clés de la maison, donc vous avez été membre de la French American Foundation, parce qu'on avait besoin de vous le temps que vous nous donniez les clés de la maison. Maintenant, on les a. Bon, concrètement, est-ce que vous savez diriger une grande entreprise? Non. Bah écoutez, monsieur, merci, au revoir. Et c'est pour ça que les oligarchies européennes peuvent avoir des problèmes. C'est pour ça que la négociation va être compliquée. À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je crois que les gens suivent leurs intérêts, que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut regarder concrètement qui fait quoi et quels sont les intérêts objectifs des acteurs. Les intérêts objectifs de l'oligarchie française, c'est d'intégrer le système français dans ce système mondial. C'est pas que le système français se disloque complètement. C'est ce qui rend les choses très compliquées. C'est ce qui fait qu'à mon avis, leur taffetas, ils vont absolument vouloir que, au moins optiquement, il en sorte quelque chose, parce qu'ils vont vouloir enclencher la démarche. C'est ce qu'a fait le Parlement européen en juillet de cette année, lorsque Martin Schulz, qui est je crois le président du Parlement européen actuellement, c'est ça, il est toujours président du Parlement européen. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est le président. Bon, disons, c'est l'homme politique allemand qui a mené l'affaire lorsqu'il a réussi à convaincre la gauche, au Parlement européen de rallier la droite, pour dire oui, bon, le tribunal arbitral, on va le faire, oui, mais non, il faut garantir un certain nombre de choses, il faut réformer. Enfin bon, donc, c'est ce qu'ils vont faire.
Mais ça ne veut pas dire que ça va déboucher nécessairement rapidement. Il y a là-dessus un indice intéressant, c'est qu'il y a un traité qui sert un peu de chambre de terrain d'exercice pour le TAFTA. C'est le traité conclu entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA. Le CETA, c'est ça. Il est, je crois, depuis la mi-2013 ou quelque chose comme ça, il a été conclu, c'est-à-dire que la Commission européenne et les autorités canadiennes, on s'est mis d'accord. Il n'est toujours pas ratifié. La ratification pose de très gros problèmes. Ça montre bien que quand même tout ça c'est très très compliqué. Alors moi, si j'avais un pronostic à faire, mais vous savez, je suis un très mauvais pronosticien, ça, j'arrête pas de me planter sur les pronostics, mais je dirais, à mon avis, dans un premier temps, ils vont chercher à faire en sorte que surtout ça ne capote pas, mais ils vont pas réussir à le faire déboucher complètement. On va avoir une sorte de truc hybride. Qui devrait sortir, alors ils espéraient pour 2015, à mon avis ça sera plutôt après 2017, essentiellement pour des raisons de calendrier électoral, parce qu'ils voudront le faire sortir après les élections aux États-Unis, où c'est compliqué pour eux de le faire ratifier par le Congrès, parce que du côté américain, on a changé les règles de la démocratie pour pouvoir négocier ça, c'est-à-dire que normalement, la négociation n'aurait pas pu se faire comme elle se fait actuellement, c'est-à-dire quasiment dans le secret, presque. Le Congrès des États-Unis aurait dû être tenu au courant. Ils ont changé les règles. Alors je crois que c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Non, c'est pas constitutionnel dans ce cas-là, mais bon, je sais qu'ils ont modifié vraiment une règle substantielle. Une règle substantielle du droit américain pour pouvoir le faire. Donc ils préféreront le faire en 2017 parce qu'en 2016 il y a des élections aux États-Unis, et puis chez nous en 2017 il y a pas mal d'échéances électorales. Il y en a en France, elles risquent d'être explosives. Je crois d'ailleurs aussi qu'il y en a en Allemagne à peu près au même moment. Alors elles sont moins explosives, mais enfin quand même, bon, on ne sait jamais. Donc plutôt à mon avis pour 2017 ils vont nous sortir un truc hybride qui enclenchera la mécanique. Mais attention, hein, ils n'ont pas encore réussi à constituer leur affaire. Voilà. Je ferai un petit rajout par rapport à ce que vient de dire Michel concernant la possibilité que ça capote ou que ça fonctionne à moitié bien, pour eux évidemment. C'est qu'il y a déjà eu des précédents. Il y a eu l'accord multilatéral d'investissement, l'AMI, qui avait déjà été négocié secrètement entre 1995 et 1997 entre 29 pays, les 29 pays de l'OCDE, et cet accord multilatéral d'investissement a été abandonné. Il a échoué. Il a été éventé, le grand public a été mis au courant. Je crois que c'était notamment des gens comme Suzanne Georges. Il devait y avoir, je ne sais pas s'il y avait encore Attaque déjà à l'époque, mais enfin, c'était dans ces années-là. Donc l'AMI a échoué. Il y a eu également un accord qui s'appelait Blair House, qui avait capoté. Ça mettait fin à l'agriculture française et européenne. Et ça avait été dévoilé aussi, ça avait été exposé au grand jour. Alors évidemment, ils ont été un peu plus prudents avec le TAFTA, mais enfin bon, il y a quelque chose maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque de l'AMI ou de Blair House, c'est le poids d'Internet et des réseaux sociaux quand même. Donc il ne doit pas être surestimé non plus. Hein. Faut pas... Ce que disait Jean tout à l'heure, effectivement, malheureusement, on n'a pas le poids nécessaire, on n'a pas la masse critique nécessaire pour faire basculer d'une façon ou d'une autre. Mais on ne sait jamais, il y a déjà eu des précédents, donc peut-être. Et il y a un autre point que Michel n'a pas soulevé, mais qui va finalement dans le même sens que ce qu'il expliquait pour Fekel. On a deux franges au sein du Congrès américain qui sont vent debout contre le TAFTA et également contre le traité transpacifique. C'est la frange qu'on appelle les démocrates populistes aux États-Unis. Populiste n'est pas un gros mot d'ailleurs pour eux, ils ont bien raison. Et les républicains isolationnistes. Et isolationniste n'est pas non plus un gros mot pour eux. Et en fait, ces deux factions, ces deux fractions, on va dire, de l'establishment washingtonien, en fait, travaillent de concert pour tenter de faire capoter les traités transpacifiques et transatlantiques.
Et de surcroît, ils ont réussi au moins à empêcher qu'une procédure particulière parlementaire aux États-Unis qui s'appelle le fast track, procédure rapide en fait si on traduit, le processus rapide, en fait ne puisse pas être mise en avant pour le TAFTA. Voilà. Donc il y a quand même en fait une fronde aux États-Unis au sein de certaines élites en fait des deux grands partis pour tenter de faire échouer ou au moins pouvoir mettre en lumière auprès du grand public ce traité transatlantique et le traité transpacifique, parce que les Américains eux ont les deux, hein. Ils subissent les deux. Voilà, c'était le petit rajout. On peut passer aux questions si vous le souhaitez. Le traité transpacifique concerne exactement quel pays ? Alors il y a le Vietnam, je crois. Il y a... Alors, je pourrais pas vous donner la liste complète parce que c'est assez long. C'est long. Donc ça n'est pas que entre les pays occidentaux, entre guillemets. Non, je crois qu'il y a l'Australie, je crois. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a, je crois, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, doit y avoir le Vietnam, et le Japon. peut-être la Thaïlande. Le Japon, oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est fait évidemment contre la Chine. C'est une des véritables raisons du traité transpacifique. C'est une façon d'isoler, de faire de l'endiguement autour de la Chine. Et alors la Chine a déjà en partie répondu par son projet de banque d'investissement, banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Et il y a même des pays qui ne sont pas dans la zone Asie qui sont venus se greffer sur ce projet. Et en fait, c'est un contre-projet au traité transpacifique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, de cette révolution Soros qui a eu à Hong Kong, la révolution des parapluies. Bon, bah, elle n'est pas apparue non plus par hasard. Hein. C'était concomitant avec ce projet de banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. En cas de victoire des républicains aux élections américaines, il y a vraiment de réelles chances. Tout dépend de quel républicain. C'est toujours la même chose. La plupart, je pense, Le parti républicain, c'est compliqué. Hein. Il y a une partie toujours néoconservatrice qui est dans l'expansionnisme permanent et une autre qui est non interventionniste. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt Rand Paul qui est plutôt non interventionniste. Objectivement, il a une chance extrêmement faible. Moi, je pense finalement qu'au bout du compte, Trump va se dégonfler et la bulle. J'ai peut-être tort, hein, mais je pense que Trump est un soufflé. C'est une production hollywoodienne assez amusante, mais à mon avis, ça retombera. Et on se retrouvera avec Jeb Bush côté républicain et avec Hillary Clinton côté démocrate. Puis de toute façon, la négociation. comme Ronald Reagan, c'est un peu différent. Pardon ? Donald Trump, est-ce qu'il peut se faire une partie, se fait élire, est-ce qu'il adviendrait de la politique extérieure des États-Unis dans notre pays ? C'est complexe. Alors déjà, l'accord sur l'Iran serait remis en cause tout de suite. Il était en espèce de conférence qui était organisée par Glenn Beck là, il y a quelques jours, j'ai vu ça. Il y avait Ted Cruz et lui. Voilà, donc Ted Cruz, lui qui est proche plutôt Tea Party, et c'était Glenn Beck qui organisait. Donc c'était pour faire remettre en cause l'accord avec l'Iran. Par contre, les rapports seraient meilleurs avec la Russie. Juste pour business. Hein. Business, ça se juge en cours. Voilà. Du coup, peut-être que ça rendurait la crise. Enfin, que ça renvoie la crise ukrainienne, non ? Pardon ? Est-ce que ça renvoierait ça arrangerait la crise ukrainienne ? Vous savez, déjà aux États-Unis, il y a un truc qu'il faut. Moi, je vais vous raconter une anecdote, c'est marrant. C'est un ami américain qui m'a raconté ça. Mais justement, c'était il y a quelques années. Je discutais avec cet ami américain et je lui disais qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'élection d'Obama ? Il m'a dit, vous savez, il y a un truc à savoir sur les États-Unis. En fait, quand un président américain vient d'être élu, les gens qui constituent l'État profond américain lui disent: Monsieur le Président, on a quelque chose à vous montrer. Et il l'emmène dans le sous-sol de la Maison Blanche, et là, il est dans une salle de cinéma, et il lui montre un film qui montre ce qui s'est vraiment passé le jour de l'assassinat de Kennedy. Et puis ils lui disent: Ok, maintenant vous avez compris comment ça marche. Déjà, c'est-à-dire que
Honnêtement, moi sur les États-Unis, la question que je me pose, c'est bon, ok, il y aura un nouveau président. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur le fond? J'en doute, mais peut-être je me trompe. Vous savez que le traité transatlantique là, il est négocié. Il a été préparé en réalité, et on peut penser qu'il est dans une très large mesure en réalité négocié au sein d'un truc qui s'appelle le Forum transatlantique du monde des affaires. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. En fait, il y a la Chambre de commerce américaine et le Business Europe. En gros, c'est les deux gros lobbies, les deux super lobbies qui gèrent en fait quasiment ils écrivent les textes, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, à mon avis, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont là pour la galerie. Ça permet, les citoyens sont contents, ils votent. Donc ils ont l'impression que... Voilà. Et puis, en réalité, les choses sérieuses, elles se passent au sein des milieux d'affaires et des appareils de renseignement. Mais justement, comme avec la fortune de Donald Trump, est-ce que c'est vraiment ça va être insoufflé justement, il paye juste un luxe de riche pour se présenter comme un cow-boy. C'est possible. Il y a déjà eu ça avec Ross Perot. Hein, il y a quelques... Alors après, on peut voir aussi peut-être est-ce que Trump, par exemple, est là pour faire perdre le camp républicain, donc mécaniquement, il ferait grimper Hillary. Et il ferait perdre l'autre candidat républicain, notamment s'il se présentait en indépendant. C'était ce qui était arrivé avec Perot. Il avait fait perdre, je crois que c'était Bush père, et Clinton avait été élu face à lui, je crois que c'était en 92. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Mais objectivement, les candidats qui seraient intéressants aux États-Unis, qui pourraient effectivement donner espoir en quelque chose, n'ont aucune chance. Il y a quelques années, il y avait Ron Paul, à la convention de Tampa, il y a 4 ans. Il n'a même pas pu s'exprimer. Enfin, il y avait des menaces de mort sur ses partisans en allant à la convention républicaine à Tampa. Nader aux États-Unis n'a jamais eu l'audience qu'il méritait. Là, il y a Bernie Sanders côté démocrate, vous n'entendrez jamais parler de lui. Rand Paul, le fils, il est quand même plus, on va dire, médiatico-compatible et plus systémo-compatible que son père, mais il a quand même une chance très faible. Donc franchement, moi malheureusement je pense que ça se terminera avec les deux pouliches prévues au départ, Hillary et Jeb, je pense. De toute façon, en fait, aux États-Unis, je veux dire, les gens qui dirigent aux États-Unis, à mon avis, on les connaît même pas d'une certaine façon. Je pense. Vous connaissez vous le nom du numéro 1 et du numéro 2 de la CIA? Renseignez-vous. Le nom du numéro. Ah oui, ok. Renseignez-vous. Recherche Wikipédia, Google. Voilà. Oui. Alors, sans idéaliser Donald Trump, est-ce qu'on ne peut pas se dire que justement, c'est pas un pion, parce qu'il est en dehors de tout ça, c'était lui à la base si tu me poses la question, j'ai aucune antipathie contre le personnage, au contraire il m'amuse énormément. À chaque fois il fait une sortie tonitruante, il les rend dingues, donc ça m'amuse beaucoup. Mais un intérêt quelque part dans l'élection de Donald Trump qui est possible, à mon avis, c'était peut-être un amuseur de galerie au début. Maintenant, il commence à emmerder les autres. Jeb Bush est largement devancé. Il y a même d'autres Ted Cruz qui sont entre les deux. Et Jeb Bush est même devant Hillary dans les sondages. Et il a Trump, tu veux dire, une position très différente par rapport aux autres candidats américains, notamment sur l'immigration. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un avantage ou un intérêt dans son élection et finalement la souhaiter alors que les autres sont... Attention, j'ai pas dit qu'elle n'était pas souhaitable. Enfin, à titre personnel, je préférais les gens comme Rand Paul, comme je te disais, ou même, je sais plus, il y avait Cuomo et O'Malley côté démocrate qui sont pas inintéressants, ou Sanders. Mais c'est vrai que Trump m'amuse beaucoup plus, et déjà effectivement beaucoup plus intéressant vis-à-vis du politiquement correct que les autres candidats républicains, ouais, c'est clair. Maintenant, je ne crois pas que ça va durer. Je peux me tromper, mais... Parce qu'il a lui-même
qui déclarait que Hillary Clinton, il avait forcé à venir à son propre mariage parce que c'était lui le boss et c'était lui le patron, c'était lui qu'il fallait respecter. Finalement, les autres sont peut-être tous des pions. Et finalement, lui, il est hors catégorie. C'est un peu comme si chez nous, on avait un, je sais pas, j'ai pas le nom forcément en tête, mais un Dassault ou un Pinot qui se présentait, quoi. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc je connais pas sa position par rapport au transatlantique, mais finalement, c'est des aspects à prendre en compte aussi, à mon avis. Ah non, mais sur la question de l'immigration, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, mais je te dis, je peux me tromper, à mon avis, ça n'ira pas très loin. Enfin, je crois pas. Moi, j'ai une question sur les motivations des opposants américains au traité transatlantique. Parce que de notre côté, on se méfie du bœuf aux hormones, des problèmes sanitaires, éventuellement de la fracturation hydraulique ou de choses comme ça qu'on pourrait nous imposer. Mais du côté américain, ils ont déjà tout ça, donc qu'est-ce qu'ils auraient à perdre dans le traité ? Un éloignement déjà des centres de décision de pouvoir. Ce sera encore plus éloigné que ça ne l'est déjà. Et j'ai un point très précis en tête. Après la crise de 2008, il y a eu le plan Volcker, bon, qui n'était pas la panacée, hein, c'est pas le Glass-Steagall Act, hein, c'est pas ce qui a été voté sur Roosevelt. Mais c'était quand même plus que ce que nous avons fait en Europe, pour un minimum régulé, maîtrisé, ou regarder ce que font les banques. Évidemment, ça peut paraître une goutte d'eau dans l'océan par rapport au problème et à l'immensité du problème de la finance mondialisée, de la finance globalisée. Mais il y a déjà des banques et des assurances européennes qui sont sur le pied de guerre et qui disent le traité transatlantique c'est formidable, ça fera sauter tout un tas de verrous auxquels nous sommes confrontés quand nous sommes aux États-Unis. Et il y a notamment la Deutsche Bank qui est en pointe, parce qu'en fait, à juste titre, hein, d'ailleurs, ils estiment qu'ils sont plus contrôlés que les banques américaines, c'est vrai. Mais bon, les banques européennes sont quand même contrôlées. Donc entre un peu et rien, je choisis toujours un peu. Et donc, il y a certaines personnes aux États-Unis qui mettent en avant ça, notamment. Je crois qu'il y a plusieurs types d'opposants en fait aux États-Unis. Une partie des opposants, en fait, si vous voulez, ce sont des gens qui sont attachés à l'existence de l'Amérique, parce qu'il faut voir que aujourd'hui, l'Amérique est en guerre avec elle-même d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'Amérique des Américains est en train de prendre conscience qu'elle a un problème avec l'Amérique de Washington, avec l'Amérique impériale. Et ça, c'est un phénomène qui grandit à l'intérieur des États-Unis. Donc ça, ce sont des gens qui sont des opposants, alors pas tout à fait pour les mêmes raisons que nous, effectivement, mais sur le fond, finalement, je crois vraiment ils sont très proches de nous dans leur sensibilité. Et puis, il y a une autre raison qui est complètement différente, qui est qu'à l'intérieur de l'oligarchie américaine aussi, il y a plusieurs tendances. Par exemple, il est intéressant de noter que le traité transatlantique, quand même, il a été très fortement porté par les Britanniques. Je ne suis pas sûr que tous les pans du capitalisme américain fonctionnent tout à fait en parfaite entente avec les Britanniques. Donc il peut y avoir aussi des conflits intra-oligarchiques. J'avoue que là, moi je suis comme tout le monde, hein, je ne peux que détecter des tendances. J'observe simplement que finalement les gens qui aux États-Unis ont une vision la plus compatible avec la vision des oligarchies européennes ne sont pas forcément les impérialistes américains les plus brutaux et les plus militaristes. Ce qui fait que c'est un petit peu gênant à dire, si vous voulez, mais il y a des moments en fait où moi, si on me donne si j'étais américain, pour ça je me penche pas beaucoup là-dessus parce que de toute façon je suis pas américain, mais si j'étais américain et qu'on me demande de choisir entre Obama et George Bush, moi je vote Bush parce qu'il est con. Voilà. Bon, donc je pense que
Mais aux États-Unis, de toute façon, c'est comme chez nous, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de l'oligarchie, on n'y voit plus grand-chose. Hein, puisque tout ça se passe dans le secret. Hein. Les négociations sont secrètes. Disons que c'est... D'ailleurs, il y a eu un basculement sémantique ces derniers temps. Il y avait encore une partie de l'oligarchie US, l'oligarchie états-unienne, qui parlait de New World Order, nouvel ordre mondial, bon, le terme classique. Et j'ai entendu, il y a Brzezinski et d'autres personnes maintenant qui emploient une autre expression, mais en fait elle est lourde de sens. Ils disent New Global Context. Donc ça veut dire que c'est déjà une façon d'intégrer le principe de multipolarité. Et après, c'est comment va-t-on, dans ce cadre multipolaire, assurer quand même le leadership de l'Ouest. On peut pratiquement le voir comme ça. C'est le fameux 1+1 de Brzezinski. Bon, le traité transatlantique, c'est ça aussi. Hein, c'est finir d'arrimer l'Europe aux États-Unis. Donc, pour être sûr que bon, elle sera bien sage. C'est les fameuses déclarations du patron de Stratford, là, dont le nom m'échappe à l'instant, qui expliquait, voilà, bon, il expliquait de façon extrêmement crue ce qu'était pour lui la crise ukrainienne, c'est-à-dire une façon d'empêcher un pont germano-russe, et la crise ukrainienne était parfaite pour ça. Bon. Donc en gros, c'était empêcher l'émergence d'une force continentale. C'est le vieux débat entre force thalassocratique, force continentale. Je vous renvoie à Mackinder, Spikeman et compagnie. Voilà, mais c'est ça en fait. Et le New Global Context, je pense que ce glissement sémantique, il n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire que la vieille doctrine, même qui a à peine 10 ans, je crois que c'était la doctrine Wolfowitz, si je dis pas de bêtises, ce qu'ils appelaient le Full Spectrum Dominance, c'est terminé. Enfin, je pense qu'ils ont fait une croix dessus, peut-être momentanément, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont fait une croix dessus. Ouais. Et justement, comme on parlait de l'Allemagne, quelle est la position vraiment de l'Allemagne? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'Allemagne qui fait le chaud et le froid en Europe quand même. Et quelle est la position de l'Allemagne? Que peut-on attendre d'eux par rapport au traité transatlantique et à tout ce qui se déroule? Là, je laisse répondre le spécialiste. Le spécialiste, je sais pas. Alors déjà, la position de l'Allemagne, elle est claire comme un discours de Merkel. On laisse tomber. Si on s'intéresse aux intérêts objectifs des Allemands, c'est un pays qui n'a pas vraiment les moyens d'avoir, à mon avis, une grande politique à long terme. On a l'impression que l'Allemagne va très bien, c'est pas vrai du tout. 12% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là, actuellement, les deux derniers bouquins que j'ai lus sur l'économie allemande, il y en a un qui s'appelait L'illusion allemande et l'autre qui s'appelait La bulle Allemagne, je crois le dernier hurrah d'une nation économique ou un truc comme ça. Enfin, bref, les gens qui parlent des choses sérieuses savent que ça va pas bien du tout. Bon. Donc c'est pas un pays qui a les moyens en réalité de penser sur le très long terme et de déployer des stratégies à long terme. Un des problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'effectivement le pays qui à l'intérieur de l'Europe est le plus structurant, qui reste l'Allemagne, et je pense d'ailleurs que c'est une volonté délibérée de la partie américaine de faire en sorte que ce soit l'Allemagne qui en quelque sorte tienne les rênes en Europe, bien, ce pays est assez faible en fait, intrinsèquement. Il est sous domination anglo-saxonne. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Après, quelle est leur position à ce stade? Bon, si je regarde les choses du point de vue de leur intérêt objectif, ils ont fini de faire tourner leur machine exportatrice à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que les clients, pendant un certain nombre d'années, l'Allemagne a dégagé des excédents commerciaux phénoménaux à l'intérieur de la zone euro. C'est terminé, ils ont réorienté leur commerce international, et c'est d'ailleurs un phénomène absolument impressionnant. C'est-à-dire que ça, il faut reconnaître que ce pays qui est très faible politiquement témoigne d'une capacité d'exportation et de conquête de marché qui est absolument stupéfiante. C'est incroyable. C'est quoi, c'est le choix de la haute technologie, de la machine-outil?
C'est facile. J'ai lu effectivement une statistique très simple. Si on prend le poids des activités à haute densité technologique, alors ça dépend comment on les définit, mais il y a un type qui a fait un calcul. En gros, l'économie allemande, à peu près quel que soit le périmètre qu'on donne à ces activités, le rapport entre les activités à haute densité technologique et leur PIB, le taux est à peu près 2 fois plus élevé en Allemagne qu'en France, par exemple. Voilà, c'est la raison, effectivement. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas important, en fait. Concrètement, à mon avis, là, maintenant, ce qu'ils ont en tête, eux, je pense, je peux me tromper, c'est défendre cette machine exportatrice. C'est pratiquement devenu leur substance. C'est un pays qui a... En fait, c'est un pays zombie. C'est comme ça que je l'interprète. C'est un pays zombie. Et il se redonne une substance, une existence et un objectif à travers l'économie. C'est un truc assez curieux, mais ils ont déplacé tout le système de conditionnement qui existait dans l'Allemagne d'avant, j'ai envie de dire celle qui existait vraiment, vers l'économie. Donc c'est leur substance. D'ailleurs, c'est pas rationnel. C'est pas normal qu'un pays se suicide pour défendre sa machine exportatrice. C'est quand même un truc assez spécial. Ils ont une économie à 2 vitesses maintenant. Et leur économie exportatrice est en train de vampiriser le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est très curieux. Je pense que ce qu'ils ont en tête, c'est tout simplement défendre cette machine exportatrice, puisque c'est devenu leur substance. Et le partenariat transatlantique, Merkel a dit que c'était fascinant. Je suis curieux de savoir d'à quoi ressemble le regard d'Angela Merkel quand elle est fascinée. Simplement parce que c'est un moyen de défendre cette machine exportatrice. Eux, ils pensent qu'en gros, s'ils rentrent dans cette machine, dans cette affaire du traité transatlantique, leur capacité à prédominer dans la conquête de marché fera que ils vont y gagner. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas pour l'intégration globale comme les Américains parce qu'ils pensent qu'ils vont être les patrons. Ils sont pour l'intégration globale parce qu'ils pensent que s'il n'y a qu'une seule classe, ils seront toujours les premiers de la classe, quoi. C'est pratiquement ça le raisonnement. Donc qu'est-ce qu'il faut en attendre de la classe dirigeante allemande? Absolument rien. Voilà. C'est mon analyse. Peut-être je me trompe, non. Franchement, je pense rien. Il y a la demoiselle là-bas, oui. Une question sur les impacts de la crise migratoire en Europe. Et est-ce que, entre guillemets, quels impacts ça peut avoir sur les avancées du traité? Je sais pas, c'est difficile à dire s'il y a un impact immédiat. De toute façon, l'impact il va être immédiat dans votre vie de tous les jours. Donc là, il n'y a même pas besoin de traité transatlantique. Pas besoin de traité transatlantique. Il suffira de sortir. Enfin, moi, j'ai un point de vue là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, on vit la phase 2. Moi, j'appelle ça comme ça. La phase 2 de la submersion migratoire. En fait, il y a la phase 1, celle qu'on a connue depuis une 40aine d'années. Et là, maintenant, on vit la phase 2, c'est-à-dire, c'est une opération de sidération, clairement. On est à la fois dans l'opération psychologique, dans une opération de sidération en fait, des populations européennes, et à plus ou moins long terme, ou long d'ailleurs on verra, un chaos identitaire à peu près désormais qui est assuré, garanti sur l'ensemble du continent. Voilà. Ah oui, pour ceux qui viennent aussi. Bien sûr. Oui. Pour ceux qui viennent, comme ceux qui vivent déjà. Ah mais c'est pour tout le monde, hein. Oui. Personne n'y coupera. Si c'est eux qui organisent ça, c'est pas une balle dans le pied dans le sens où on ne sait pas si ces migrants, parmi eux, il n'y a pas, je dirais, parce que les combattants viennent plutôt de l'Orient, on va dire, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'ils n'ont pas une balle dans le pied en mettant peut-être, je dirais, le cheval de Troie qui va retourner Alors, est-ce que certains sont conscients de ce que vous dites? Peut-être. Ça, c'est les cyniques et les salopards. Il y en a. Et certains, sont la pensée guimauve, l'angélisme béat, l'immigrophilie folle. Il y a ça aussi. Il suffit d'entendre. Et puis, alors, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui se font passer pour crétins, mais qui, en fait, sont d'une perversité absolue. Je pense à deux types comme Raffarin et Gégaud, par exemple. Qui eux donc ont un grand rêve, c'est de saupoudrer à peu près sur tout le territoire français
les endroits qui étaient à peu près épargnés par les troubles identitaires et la crise identitaire. C'est-à-dire, bon, avec Michel, on a monté un projet dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans un endroit qui est tranquille, ben on se dit que voilà, on va peut-être pas y couper nous non plus, quoi. On a en partie lancé ce type de projet comme d'autres personnes pour échapper à ce merdier. Il n'y a pas d'autre mot. Pour échapper à ce merdier. Bah, en fait, certains ont décidé que personne n'y échappera. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Ouais, bah moi, d'abord pour répondre à la question, quel est l'impact, à mon avis, je pense que par rapport au TAFTA, c'est sans lien. Par contre, pourquoi il y a cette crise migratoire ? Déjà, elle a été provoquée, quoi. C'est-à-dire que si Kadhafi était toujours en place, s'il n'y avait pas ce merdier absolument invraisemblable en Syrie... Si on n'essayait pas de renverser Bachar... Bon, certes, il y aurait quand même des problèmes d'immigration, parce qu'il y a plein de pays dans le monde où les gens ont envie de venir en Europe, mais ça serait beaucoup moins grave. Donc déjà, ça a été provoqué. Bon, pourquoi ils l'ont provoqué ? Parce que c'est une stratégie des empires, d'une façon générale, de mélanger les populations. Vous savez que dans la Bible, déjà, c'est expliqué. C'est-à-dire que vous avez une population qui apparaît dans la Bible à un moment qui s'appelle les Samaritains. Bon, les Samaritains, alors il y a plusieurs explications sur leur origine, mais une des explications, qui est une explication classique en quelque sorte, c'est que c'est une population qui avait été déplacée, alors je crois que c'est par les Assyriens, je ne vais pas dire de bêtises, mais par un des empires successifs qui ont dirigé le Proche-Orient, qui avait été déplacé dans une politique tout à fait consciente, qui était déjà pratiquée par les empires à l'époque, qui consistait en gros à prendre des populations à un endroit, à les mettre à un autre endroit. Comme ça, si vous voulez, on fabrique des problèmes qu'on pourra ensuite venir résoudre. On est tranquille. Et c'est parce que les dominations impériales, ça fonctionne presque toujours en s'appuyant sur des minorités. Nous, on l'a fait d'ailleurs, nous Français. En Algérie, on a décidé à un moment, tiens, il y a les Juifs là. Décret Crémieux. Décret Crémieux. On va avoir nos petits choux, nos petits chéris, nos petits chouchous, comme ça. Bon, on va un peu chouchouter cette minorité, elle va nous appuyer. Et puis, si jamais ça tourne mal, en plus c'est bien, ça nous fera des gens... Mais c'est de leur faute. Fusible. Fusible, c'est comme ça que ça marche. Donc les empires, les structures comme ça, comment dire, les empires, on va dire ça comme ça. D'une manière générale, les États qui deviennent tellement forts, si vous voulez, qu'ils sont amenés à chercher à contrôler les autres, aiment bien casser la cohésion des sociétés dominées. C'est classique. Bon, donc voilà, ça a été fait pour ça, et c'est l'autre versant de ce dont on parle avec le traité transatlantique, c'est-à-dire que intégrer les chaînes logistiques au niveau global, ça casse le lien entre ces chaînes logistiques et les peuples, les nations. Balancer, mélanger des populations, ça casse ces nations elles-mêmes. Dans tous les cas, pour celui qui est au milieu et qui est le seul à pouvoir reconstituer une cohérence, c'est jackpot. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je pense, ceci étant, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense, ceci étant, qu'il ne faut pas sous-estimer une partie de la psyché collective, mais y compris d'une partie des classes dirigeantes. C'est-à-dire, on est chez certains dans le masochisme moralisateur. Alors clairement, après, il y a d'autres phénomènes qui se rajoutent à ça. Parce que les phénomènes en fait sont rares. Les grands phénomènes comme ça sont rarement monocausaux. Bon, là j'ai donné la cause à mon avis principal, mais on peut en citer d'autres. Par exemple, le patronat est en train de réaliser une chose très embêtante. Ça fait plusieurs décennies que le patronat chouchoute les politiques qui chouchoutent les DINKs, c'est-à-dire les Double Income No Kids. Parce que tout simplement, c'est des bons consommateurs.
Seulement, ils ont un problème, les dînes, ils font pas d'enfants. Donc au bout d'une génération, il n'y a plus de consommateurs du tout. Solution, les migrants. Et un migrant, ça consomme. Hein. Ça fait des enfants. Et ça fait des enfants en plus. Bon, alors, voilà, hop, on va faire venir les migrants. Bon, ça, c'est une autre cause. C'est-à-dire que les oligarchies locales, de toute façon, ça fonctionne toujours par appui. Hein. Entre les oligarchies locales et le cœur impérial, il y a toujours des appuis mutuels qui se mettent en place, comme ça. Et puis, enfin, il y a une autre cause aussi, Maurice a tout à fait raison, c'est qu'il y a une partie des Européens qui sont complètement siphonnés maintenant. On a l'impression d'être dans un continent de 400 millions de... Pas de débiles, mais enfin... En fait, c'est ce qu'une fois Michel avait eu cette bonne formule, et on en discutait, on disait, en fait, on va nous mettre, nous, dans des asiles pour nous protéger de tous les autres, quoi. Non, mais c'est vrai. Les gens sont gentils. Alors si, mademoiselle, juste une précision. Moi, je vois peut-être... je vous reprends tout de suite, monsieur, après. Hein. Je vois peut-être quand même un point, en fait, qui relie ces deux phénomènes. Mais en fait, tout ça, c'est jamais disjoint, finalement. On sait que certaines organisations et fondations américaines, il y a le Ayn Rand Institute, par exemple, pour ne pas le nommer, qui vantent la migration vers les terres européennes. On sait que certaines fondations, certaines ONG, et quand on gratte, on trouve toujours les mêmes sponsors, payent carrément des passeurs. Donc là aussi, c'est une façon d'affaiblir l'Europe. Donc si l'Europe est affaiblie et qu'elle se retrouve déjà dans une situation inextricable avec la crise grecque et la crise de l'euro, et qu'en plus elle se prend une grave crise migratoire par-dessus le marché, ça sera beaucoup plus facile d'appuyer là où ça fait mal au moment des négociations. Donc à la limite, c'est peut-être le point qu'on peut trouver. Bon, c'est un point qui peut paraître un peu éloigné, mais finalement peut-être pas tant que ça. Hein. Le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas non plus épargnés par la crise qui ne passe pas. Absolument. Ça remet à mal parfois certaines théories. Et ça, c'est pareil, c'est à regarder de près. Regardez qui est derrière des organisations comme la Mecha ou la Rasa aux États-Unis. Enfin, je veux dire, la sauce s'appelle quand même la Rasa, quoi. La race. Si nous, demain, on appelle ça la race blanche, je vous laisse imaginer ce qui va nous arriver, quoi. Là-bas, les Mexicains, ils peuvent. Et quand on regarde de très près quels sont là aussi les financiers, tiens, lui, il a travaillé pour la CIA. Tiens, lui aussi, c'est bizarre. Bon, finalement, il n'y a rien de nouveau. On sait qu'une partie de la Nation of Islam, par exemple, était également sponsorisée, une partie du Ku Klux Klan, etc. Donc, bon, l'oligarchie états-unienne, effectivement, est elle aussi en proie, enfin, elle doit aussi faire face à une migration, mais elle l'organise également. Et elle en joue. C'est un instrument de domination. C'est une façon aussi de diviser, de concasser les populations aux États-Unis. Mais donc, une fois qu'on sait ça, c'est plus une oligarchie états-unienne. C'est une oligarchie dont certains membres... Pour moi, je pense que la bonne expression, c'est oligarchie transnationale, si vous préférez, ou une plutocratie transnationale. Effectivement, de temps à autre, elle est quand même territorialisée, pas déterritorialisée totalement. Donc, elle a plus ou moins certains réflexes anthropologiques ou ethniques, voire confessionnels, etc. Mais globalement, effectivement, il y a quand même une plutocratie transnationale qui est totalement déterritorialisée. Je sais pas si... parce que je crois que dans la façon dont on discute, là, il y a un problème, c'est que on emploie un mot et ce mot n'est pas juste. On parle des États-Unis. En fait, on devrait plutôt parler des États des Unis. Des États des Unis, oui. C'est-à-dire que une partie, pas tout, mais une grande partie des stratégies qui sont déployées par le cœur impérial contre les pays européens, c'est aussi déployé par ce cœur impérial contre les États américains eux-mêmes. C'est-à-dire que... il faudrait quasiment faire une distinction entre Washington contre le reste des États-Unis. Voilà, alors sur la Caroline du Sud, ça c'était incroyable. Mais ça c'est pareil, c'est une attaque contre l'identité aussi. Hein. C'est une attaque contre l'identité. La guerre qui est faite au second amendement aux États-Unis, d'ailleurs par des... comment dire, par des personnes très identifiables. Et bon, là aussi vous regarderez. Et ceux qui s'attaquent au second amendement sont également ceux qui rognent le plus
sur les prérogatives des États fédérés. J'ai une question. Est-ce qu'il est la crise migratoire, ce qui frappe surtout, c'est le côté soudain. C'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, c'est devenu un phénomène incontournable. On voit des migrants dans nos rues. Enfin, c'est vraiment un phénomène extrêmement spontané, quoi. Est-ce qu'il est complotiste de voir un rapport avec l'arrivée du sous-marin russe dans les eaux syriennes? J'avais pas vu ça, mais j'avais pas pensé à ça. Non, moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est la photo donc, du petit Elan Kurdi. On a assisté quand même à une opération psychologique. Mais Charlie a été enfoncé. Hein. Charlie battu à plat de couture 3-0 pour Elan, quoi. Enfin, surtout pour son père, visiblement, qui venait se refaire faire les chicots, d'après ce que j'ai compris, et qui en plus, d'après les dernières nouvelles, on soupçonne qu'il était lui-même le passeur. Et quand même, alors là. On soupçonne aussi que le corps a été déplacé et que le corps de l'enfant n'était pas difficilement sur la plage. Alors ça, bon, j'ai vu ça aussi, mais bon, je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, toujours est-il que l'opération, comme je disais, de sidération, parce que je vois pas d'autres termes, hein, l'opération de sidération à l'échelle d'un continent, elle a parfaitement fonctionné. Parce que là, il semble que François Hollande ait annoncé qu'on allait faire des survols de la Syrie en vue d'éventuelles frappes, etc. Et il me semble que c'est Hillary Clinton qui a menacé la Russie en disant que si... Bah, Hillary Clinton menace toujours la Russie. Donc non, mais sur ce cas particulier, en disant que les États-Unis combattaient l'État islamique, mais que si les Russes venaient combattre l'État islamique, ils se retrouveraient à se confronter les uns les autres. Ce qui, a priori, n'a pas de sens. Bah oui, c'est ça, ça n'a pas de sens. Pour résumer, ça n'a pas de sens. Enfin si, en fait, c'en a un. C'est-à-dire que ce que certains disent depuis le début, c'est-à-dire qu'effectivement, la coalition, là, les alliés n'attaquent pas vraiment Daesh depuis plus d'1 an. Apparemment, alors j'avais vu un témoignage d'un ancien militaire qui expliquait que, étrangement, souvent les bombes passaient à côté, 300 mètres devant, 300 mètres derrière, 300 mètres à côté. Parfois même, pas de chance, ça ouvrait la route de Daesh pour certaines villes ou certains points stratégiques. Non, en fait, je pense très sincèrement que les États-Unis ne sont jamais revenus en arrière. Ils ont toujours l'intention de renverser Bachar, de prendre Damas, et s'il faut s'appuyer de façon détournée sur Daesh, ils vont le faire. Ou Al-Nosra d'ailleurs. Il est admis que l'une des armes de la géopolitique américaine pour déstabiliser l'Europe est la migration, vous en parliez à l'instant. Il existe 2 pays concernant lesquels la géopolitique américaine, anormalement, se désintéresse totalement. Il s'agit du Maroc et de l'Algérie. Est-ce que vous avez une idée sur la question ? Alors je suis d'accord pour le premier, pour le Maroc. Bon, le conseiller spécial du roi s'appelle Azoulay. Voilà. Et donc, l'alignement existe de facto. Et pour l'Algérie, je suis pas d'accord par contre. Je pense qu'il y a au contraire des plans pour renverser Bouteflika. D'accord. Ouais, il y a peut-être un problème de timing, et je pense que les Américains n'ont pas perdu de vue d'installer une base de l'OTAN, de l'Africom. Comme ils ont fait en ex-Yougoslavie. Comme ils ont fait avec le Kosovo, avec Bondsteel, un camp militaire ou un camp de l'OTAN. Ouais. En gros, sur une espèce de Berbéristan, on va dire. Ouais, ça, je pense qu'ils ont clairement ça à l'esprit. Il faut trouver une excuse, en fait. Après, nuançons quand même, parce que Bouteflika fait un peu tout aussi pour finir un jour par se faire jeter. Quoi. Oui, non, mais... Bon, vrai, je comprends que les Algériens en aient ras-le-bol de Bouteflika. Parce que c'est vrai que sur la question des révolutions colorées, machin truc, en général, ils profitent aussi de situations politiques qui sont complètement pourries, avec de la corruption. Absolument. De toute façon, leur révolution colorée, elle s'appuie jamais sur quelque chose au hasard. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un minimum de terrain propice. Il faut qu'il y ait un terreau, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une insatisfaction. C'est Farrakhan qui avait bien expliqué ça. C'est pas vraiment une révolution spontanée non plus. Non, bien sûr. Bien sûr. Taksim, par exemple, quand il y avait eu avec les événements de Taksim avec Erdogan, enfin je veux dire, Erdogan, c'est légitime que les Turcs aient envie de se débarrasser de lui. Mais à ce moment-là, ça a arrangé les Américains et qu'effectivement, il ait pu être renversé. Il ne l'a pas été, mais s'il l'avait été à ce moment-là, ça a arrangé les Américains. En fait, on a l'impression que le monde est un grand échiquier et qu'on avance les pions, c'est tout. Bon. Je vais poser ma question. Vous allez dire quelque chose au sujet de Farrakhan ? Oui, non, c'est ce qu'il avait expliqué une fois. Justement, c'était avant l'intervention en Libye. Il avait expliqué que dans tous les pays, on trouve des gens insatisfaits. C'est logique, c'est légitime. Et certaines organisations, la Galaxie Soros, la CIA, etc., vont détecter au sein des populations les gens qui sont légitimement insatisfaits.
Et puis à un moment, ils s'appuient sur eux quand ils veulent déclencher une révolution de couleur. Vous avez dit tout à l'heure que, de manière générale, pour revenir sur le traité transatlantique, les négociations sont secrètes. Quelles sont vos sources de renseignements de manière générale? Ou alors sur quel canal d'information vous vous appuyez sérieusement pour vous documenter et aussi en ce qui me concerne, sur cette affaire-là, ce que je fais pour l'instant, c'est que je regarde surtout ce qui se passe sur le traité avec le Canada, parce que là, ils sont sortis de la phase où ils sont dans le secret. Parce qu'il est conclu, donc maintenant il faut le ratifier. Donc on peut voir comment ça se passe. Quand il y a des débats, quand il y a des problèmes là-dessus, là on le voit. Parce que justement ils sont rentrés dans une phase où ils sont obligés de sortir du bois, si j'ose dire. Donc je pense que c'est un bon moyen d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer par ailleurs sur le traité sur le TAFTA. Après, vous avez quantité de sites qui scrutent ce qui se passe. Moi, je vais régulièrement sur un site dont je ne partage pas certainement les options politiques, et qui sont certainement des gens d'ailleurs qui ne m'aiment pas, s'ils me connaissent. Je pense pas qu'ils me connaissent, mais s'ils me connaissent, ils ne m'aiment pas. Mais je vais quand même leur faire de la pub parce qu'ils me donnent plein d'informations intéressantes. C'est le site du collectif Stop TAFTA. Ils font un suivi. C'est le front de gauche, je crois, non? Oui, je crois que c'est les gens du front de gauche, ça. C'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est bien fait. C'est très très bien. Hein. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. C'est très très bien. Évidemment, alors comme toujours avec cette tendance, de temps en temps, ils nous expliquent que surtout, ils ne veulent absolument pas être mêlés, récupérés par les blablabla. Donc une précaution oratoire d'usage. Je vais être bien clair, si jamais par hasard, il paraît que c'est filmé, s'ils voient la vidéo. Mais ils peuvent être tranquilles, j'ai absolument pas envie de les fréquenter. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais juste sur leur site et comme c'est bien fait, je le cite, c'est tout. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, je fais Transatlantic Treaty ou traité transatlantique un jour sur deux. Pour voir s'il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Mais à part Internet il y a le bouquin de Benoît, qui est très bien. Alors, il y a eu le bouquin de Benoît. Un article fantastique qui dit énormément de choses, qui a été publié dans le Monde Diplo, qui est consultable gratuitement sur Internet. Il y a eu un autre... je vais continuer dans la même veine. Mais là aussi, c'est pareil, parce que je vais parler d'un membre du Parti communiste français. C'est pareil. Le Yarrick. Voilà. Le Yarrick, oui, le vampire... Dracula contre les peuples. Très bon aussi, ouais. C'est un très bon bouquin. C'est intéressant. Et puis, je lis beaucoup j'essaye, dans la mesure où je trouve le temps, hein, parce que j'ai un métier, nos ennemis. Enfin, c'est des gens que je considère, moi, comme mes ennemis, c'est-à-dire les partisans de ce traité. Je les lis beaucoup, pour comprendre. Par exemple, je vous conseille, si vous aimez les textes filandreux, mais qui, au second degré, sont très intéressants, le dernier numéro de la revue Diplomatie qui s'intitule Traité transatlantique. Il y a un dossier spécial sur Traité transatlantique. C'est fait clairement par des gens qui sont plutôt... ils ne partagent pas mes idées, on va dire. Mais c'est intéressant de voir comment ils posent le problème. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire honnêtement, c'est que j'essaye, mais c'est pour ça que je peux me tromper, de détecter à travers la façon dont on nous tourne la propagande, un petit peu plutôt celle dirigée vers les classes supérieures, parce que de toute façon là la propagande va être dirigée vers les classes supérieures, d'essayer de comprendre les conflits oligarchiques qui sont derrière, les enjeux qui sont derrière. Pourquoi, par exemple, on essaye à travers cette revue d'orienter l'opinion éclairée française des classes supérieures plutôt dans cette direction, plutôt que pas dans celle-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? C'est comme ça que je fais. Après, je suis comme tout le monde. Sauf quand par hasard il y a une fuite, je peux pas savoir. Parce que ça se passe vraiment dans le secret. Le truc est vraiment bouclé. J'ai une anecdote très révélatrice à ce sujet. J'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec une assistante parlementaire d'un député européen. Et elle m'a expliqué que le député européen dont elle est assistante parlementaire
lui a rapporté une conversation qu'il a eue avec un des négociateurs du traité transatlantique. Alors je crois que c'était dans les bureaux du Parlement ou de la Commission. Je crois que c'est dans les bureaux du Parlement européen à Strasbourg. Et le négociateur, donc un des lobbyistes, parce que c'est des lobbyistes, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, lui a dit « Vous pouvez assister à certaines séances, pas de calepin, pas d'enregistrement, pas de crayon, pas de stylo, et vous ne rapportez rien de ce que vous avez entendu. » Texto. Il est député européen. Voilà, ça vous dit l'ambiance. Oui. Oui. Alors moi j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez sur l'Allemagne, ce que vous pensiez que justement c'était une économie en hyperinvestissement qui s'est approchée à un fétiche. Et dans une vidéo récente, Thierry Lecoq disait que l'euro, que l'Allemagne avait vraiment une volonté de domination de l'Europe par l'euro et par l'affaiblissement économique des autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord? La première question que je pose, c'est est-ce que l'Allemagne peut avoir une volonté quelconque? D'abord, c'est qui l'Allemagne? C'est bon. Il y a le patronat allemand qui est très puissant. Bon, alors, quand vous perdez une guerre, ça a des conséquences. Surtout quand tu es encore occupé militairement. Surtout quand elle n'est pas finie. Ouais. Surtout quand elle n'est pas finie. Surtout quand tu es occupé militairement. Voilà. Bon. Donc, il y a un patronat allemand. Moi, honnêtement, c'est une question que je me suis posée à la fin de la dernière décennie. Que vont faire les Allemands? Il y a quelques années, si vous m'aviez demandé qu'est-ce qu'il faut attendre des Allemands, je ne vous aurais pas répondu la même chose. Parce qu'il y a quelques années, c'était une question que je me posais. Je me disais, dans quelle mesure ont-ils encore une autonomie de décision? Les dirigeants allemands ont-elles encore une autonomie de décision? Or, il y a quelques années, on était dans une situation géopolitique différente, où on voyait se développer le commerce germano-russe très très vite, où on voyait que l'économie allemande était en train de repartir, après il ne faut pas l'oublier, des années de difficultés, c'est-à-dire que on a un peu oublié maintenant, mais il y a encore 15 ans, l'Allemagne passait pour l'homme malade de l'Europe. Quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ils vont avoir du mal à suivre la voie américaine, parce que stratégiquement, ils ne peuvent pas se couper de ces clients asiatiques qui sont en train de les tirer, parce que la Chine importe énormément de machines-outils, ni de lien avec la Russie, parce que la Russie leur amène. Puis j'ai regardé, j'ai étudié et j'ai observé ce qui se passe, comment ils se comportent, et en fait je suis arrivé à une conclusion. Je ne peux évidemment pas être sûr à 100%, puis les phénomènes ne sont jamais simples. Bon. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de volonté stratégique à long terme. Ils n'ont pas les moyens. Ils défendent ce qui est devenu leur substance, c'est-à-dire leur puissance économique. Et nous avons l'impression qu'il y a une volonté de domination, mais je crois qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Simplement, c'est leur mode de pensée qui fait ça. Ils ont besoin, pour se sentir exister, d'affirmer leur excellence. Il y a un phénomène très particulier là, à ce niveau-là, et ça s'est déporté vers le domaine économique. Justement que la politique allemande n'avait pas de politique, que la politique de Merkel à l'intérieur de l'Allemagne sur les questions sociales et économiques était nulle, était complètement désapprouvée par les Allemands. En revanche, les Allemands aimaient beaucoup le côté de Merkel qui tapait sur les Grecs. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. D'abord, en Allemagne, c'est comme en France, la grande majorité des gens, je veux dire quelque chose, là, c'est pas politiquement correct, mais en fait, la grande majorité des gens, politiquement, si vous voulez, ils comprennent pas grand-chose. Déjà. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, je veux dire, moi je doute pas un instant qu'une truelle à la main devant un mur, il y a des centaines de milliers de maçons en France qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Ça, j'en doute absolument pas. Simplement, dans le domaine politique, dans le domaine des grandes questions, la grande majorité des gens ils s'y intéressent pas.
Ils sont très peu cultivés dans ces domaines-là. Et en plus, ils ne sont pas forcément désireux de se confronter aux réalités parce que la vie n'est pas facile, parce que ça va, ils ne vont pas se casser le moral avec tout ça. Donc ils ne comprennent pas grand-chose. Donc l'attitude de la plupart des Allemands par rapport à Merkel, ça rassurante. Bah oui, elle est rassurante. Vous savez que son surnom là-bas, c'est Mouti. Mouti, oui. Maman. Donc voilà, c'est bon. Enfin, c'est le baby-boom allemand. Dans toute sa splendeur, c'est-à-dire une génération, tous les travers de nos baby-boomers français, mais au carré. Donc c'est un truc, bon, ça va pas plus loin. Après, par rapport aux Grecs, Merkel n'a pas tellement tapé sur les Grecs. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que vous avez une certaine presse d'un niveau très bas, Bild am Sonntag, ce genre de truc, qui s'est spécialisé dans le discours démago qui plaît beaucoup aux Allemands parce que ils ont ce côté nous on est meilleurs que les autres. C'est un problème psychologique chez eux à ce niveau-là. Non mais c'est vrai, je veux dire, j'ai rien contre eux, hein, vraiment, mais c'est un fait. Il s'est spécialisé dans un discours démagogique du genre vous voyez, les Grecs, ils nous coûtent plein d'argent et c'est un scandale. Bon, mais Merkel n'a jamais embrayé là-dessus. Merkel n'a jamais embrayé là-dessus. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Le vrai problème de Merkel, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. Elle a bénéficié d'une situation qu'elle n'a pas créée. Elle a eu l'intelligence de toujours ménager la chèvre et le chou et de rester en place, mais c'est tout. Il n'y a pas de stratégie. Ça, c'est un non-être. C'est pas un sujet. Angela Merkel n'est pas un sujet. Un hologramme ? Oui, voilà. Donc, je sais pas exactement. D'ailleurs, elle a fait la coupe du point. Ouais, la merveilleuse Madame Merkel ou l'incroyable Madame Merkel, je sais pas. Voilà, donc ça dit tout. Ah, si elle était française, et le sous-titre c'était Ah, si elle était française. Parce qu'ils veulent juper, c'est pour ça. Ils veulent juper, ouais, voilà. On a fait ça a été fait la même chose pour Thatcher il y a quelques années. Ah oui. Ouais. Bon, Thatcher a été française. De toute façon, les élites, notamment journalistiques en France, ont toujours besoin de se trouver un modèle étranger. Et alors, le moment où ils décident de le mettre vraiment, de le porter au pinacle, c'est juste avant qu'il se casse la gueule, généralement. Donc c'est peut-être bon signe ou mauvais, je sais pas. C'est pour Merkel, c'est ce qui va se passer. Ouais. Il y a eu Blair, il y a eu Aznar. Il y a eu, si on remonte, bon, j'étais gamin, mais je m'en souviens, le modèle japonais. Ça fait 20 ans qu'ils sont en crise. Alors, puis on a le modèle suédois aussi. Alors, le modèle suédois, le modèle scandinave avec la flex sécurité, ça rend fantastique, ça aussi. C'est un des pays, comme dirait Welbeck, un des plus tyranniques qui soit, sûrement, la Suède. Alors, je suis dans le genre social-démocratie finissante, féminisée jusqu'au trognon, là, il n'y a pas pire. Si vous êtes un mec, n'allez jamais en Suède. Ou alors, peu de temps. Si vous êtes un blanc aussi. Oui, aussi, ouais. C'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante, ouais. Et alors, hétérosexuel, à la limite, si t'es homo, tu peux t'en sortir, si t'es hétéro, c'est pas faisable. Oui. Ouais. Du coup, je voulais changer un peu de perspective, revenir un peu sur le traité transatlantique. Je me demandais, on a beaucoup parlé des institutions, des intérêts, des grands groupes, des grandes classes, etc. depuis tout à l'heure. Mais du coup, le traité transatlantique, il concerne plein d'éléments, autant notre agriculture, notre culture, les médicaments qu'on va prendre, etc. Et du coup, je me demandais en termes d'action et de réappropriation de ces questions-là, vu que c'est vraiment global sur les questions que ça implique. Du coup, on peut militer face à ça, mais du coup, je pense qu'il y a comme disait Jean au début tout à l'heure, il y a des questions qui sont intéressantes au niveau du localisme, de la décroissance, et vous, je crois que vous avez même réfléchi sur ça par rapport au concept de base autonome durable, et du coup, c'est plus prendre le problème à revers, et plutôt au lieu de s'inscrire face à ça, plutôt partir sur le côté, quoi, essayer de... Du coup, je me demandais un petit peu si vous pourriez développer un petit peu sur ces questions-là. Donc de la souveraineté, quoi. Ouais, retrouver une souveraineté. En fait, je vais essayer de vous dire mon point de vue, puis Maurice donnera le sien. Mais comme on a monté une bande ensemble, on doit être quand même à peu près d'accord. Moi, honnêtement, je pense qu'on a 1% de chance d'éviter l'installation du système qui est en train de s'installer sous nos yeux.
Notre consolation, c'est qu'un jour il va se casser la gueule, c'est-à-dire que les gens qui sont en train de l'installer croient qu'ils vont fabriquer un truc qui sera tellement gros que tout deviendra too big to fail, puis à la fin ça se cassera la gueule quand même. Là où c'est moins consolant, c'est que quand ça va se casser la gueule, c'est sur notre gueule que ça va tomber. Bon, ça c'est un peu ça. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Donc effectivement, par rapport à ça, de façon très concrète, on peut tout à fait militer, agir politiquement, c'est bien. Cela dit... Déjà par devoir. Par devoir, déjà, oui, tout à fait. Cela dit, puis parce qu'on peut pas se désintéresser, c'est pas parce que 99% des gens ne comprennent rien que nous avons le droit de nous désintéresser d'eux. Même si c'est parfois difficile de continuer à s'intéresser à eux, mais il faut, parce que... Mais cela dit, pour nous, déjà pour nous sauver nous-mêmes, parce qu'à un moment, si on ne se sauve pas nous-mêmes, on ne pourra pas aider les autres ensuite. Je pense honnêtement que le point de départ, c'est de dire... Aujourd'hui, nous sommes en face d'un système qui dit que le paradigme de la souveraineté n'existe plus, en fait. Il faut le reconstruire. Il faut prouver qu'il est toujours là. Et je pense que la souveraineté, mais ça, c'est pas français du tout, pour le coup. Là-dessus, je suis absolument pas français. Pour moi, la souveraineté, elle ne procède pas nécessairement de l'État. La souveraineté, elle commence par le bas. Elle se construit par le bas. C'est-à-dire que la souveraineté, ça commence même par l'échelon individuel, simplement de l'individu qui n'est pas tenu, ou le moins possible, tenu en dépendance par ses passions. Par ses passions, par ses besoins, et d'une manière générale, par des gens que lui-même ne tient pas en dépendance. Alors c'est un idéal que vous ne pouvez pas toujours atteindre, je sais pas moi, si un jour vous tombez malade, vous serez bel et bien tenu en dépendance par le médecin qui s'occupe de vous. Bon, ça c'est un fait. Mais en temps normal, il faut déjà ne pas être tenu en dépendance. C'est la souveraineté, ça commence comme ça. Et pour moi, et ça c'est pas français du tout, pour le coup, d'ailleurs c'est très, très américain en fait. Moi aussi j'ai été américanisé, comme tout le monde, d'une certaine façon. Ça commence par le bas. C'est parce qu'on a des individus qui ne sont pas tenus en dépendance, qu'ils peuvent former des groupes qui eux-mêmes ne seront pas tenus en dépendance, qui peuvent former des fédérations qui elles-mêmes ne seront pas tenues en dépendance. Ça se construit de bas en haut. C'est une vraie subsidiarité pour le coup. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et effectivement, pour moi, une façon très concrète de lutter contre cette mécanique, c'est de monter une banne, d'apprendre à ne pas être dépendant du système. Et je veux dire, ça marche. Je peux en témoigner, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis des choses, je m'autorise certains glissements que je ne serais pas autorisé il y a quelques années. Si pour les gens, il y en a quelques-uns, je le sais, qui me suivent attentivement, ils ont peut-être remarqué qu'il y a comme une sorte de petit glissement progressif dans mon discours. C'est très lent, mais voilà. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a quelques années, si la grosse machine me détecte et se met en marche, j'ai pas de quoi bouffer. Aujourd'hui, je me suis organisé pour avoir de quoi bouffer. Donc déjà, je peux un peu plus me lâcher, quoi. Et donc c'est ça la vérité de la liberté. Voilà, c'est un point de vue simple. Hein. Après, donc une banne. Oui. Je connais pas. Une banne. Une base autonome durable. Ah oui. Après, donc, pour rebondir, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par Michel. Ça va finalement dans la même idée. Je pense que si une partie des gens veulent s'en sortir, moi j'ai tendance à employer cette expression, je pense qu'il faut faire spirituellement sécession avec ce système. Voilà. Ça c'est déjà une démarche personnelle. Et rompre catégoriquement avec le discours dominant, la doxa ambiante. Vous entendez, je sais pas, vous branchez n'importe quelle... vous regardez n'importe quelle chaîne de télé, vous écoutez n'importe quelle radio, à une exception près, vous pensez exactement l'inverse. Voilà, faut voir le monde, enfin la médiasphère comme la boussole sud absolue. Ils disent blanc, pensent noir. C'est quasiment une hygiène mentale à avoir en permanence. C'est quasiment du 99,99 fois sur 100. On ne se trompe pas en bout de processus. En fait, la boussole qui marque le sud, toujours, mais c'est même pas 99,99%, c'est 100%, c'est BHL. C'est BHL. lui, c'est du sûr. C'est du sûr, c'est vrai. La preuve, c'est le seul mec dans l'histoire dont on pourra dire qu'il se sera trompé
Tout le temps. Il n'aura jamais, même pas par hasard, dit quelque chose de vrai. Même Glucksmann, une fois dans sa vie, a dû dire une chose vraie, je sais pas. BHL, non. BHL, non. Est-ce que la BAD, alors je dis pas que vous avez tort, hein, mais est-ce que la BAD, c'est pas la solution qu'on prend quand on pense que tout est perdu? C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Moi, je verrais plutôt ça comme ça. C'est au cas où tout soit perdu. Et on n'est peut-être pas loin que tout soit perdu, donc il faut réfléchir autrement. Voilà, c'est tout. Ça implique aussi une démarche psychologique qui n'est pas très simple. Hein. De se dire que voilà, un pays qu'on chérit, une civilisation à laquelle on appartient, un continent auquel on est attaché, et de le voir se liquéfier, et de se dire je suis impuissant, finalement je regarde ça s'effondrer comme ça et je peux rien faire, comme certains voient la tour 7 s'effondrer. Là aussi c'est de la démolition contrôlée, et là aussi on est impuissant. Enfin, en partie impuissant. Donc il faut bien assurer ses arrières. Ouais, si on lit Piero San-Giorgio dans son bouquin, il nous explique que la BAD c'est pas juste un concept personnel et idiot, c'est vraiment une construction sociale avec... c'est une communauté de liens. Une communauté de liens qui, si tout le monde réussit à faire quelque chose dans ce genre-là, ça va forcément créer quelque chose de beaucoup plus grand et redonner une structure intéressante. D'ailleurs, c'est ce que dit Piero. Il dit l'aspect le plus important, c'est l'aspect social. Il a entièrement raison. Bon, nous, il se trouve qu'on a fait ça avec des amis. Je crois que c'était Michel, t'en avais parlé dans une de tes vidéos il n'y a pas très longtemps là, pour RTV. Tu disais voilà, bon, en gros, c'est vrai, on l'a fait sans s'en rendre compte. On est des gens à peu près du même niveau social. À un peu plus d'une dizaine d'années près, on est tous à peu près dans la même tranche d'âge. On n'a pas des écarts de revenus entre nous qui est très conséquent. Et en fait, ça s'est fait sans vraiment qu'on s'en rende compte. Mais pour que ça marche, je pense qu'il faut remplir un certain nombre de critères quand même. Pour que la chose n'implose pas. Voilà. En fait, une des choses que nous essayons de faire en ce moment, c'est que... pour moi, ce qui m'intéresse dans cette expérience, outre son côté pratique, c'est que on essaye de voir comment on fonctionne ensemble et de définir un mode de fonctionnement. Je vous conseille là-dessus un bouquin qui est intéressant. C'est intéressant de le combiner avec ce qu'a écrit Piero San-Giorgio. C'est un bouquin d'un type qui dit parfois de grosses conneries. D'ailleurs, dans son bouquin, il dit de grosses conneries. Mais il y a un aspect qui est intéressant dedans. C'est un monsieur qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a écrit un livre qui s'appelle La nouvelle société du coût marginal zéro. Alors, a priori, quand on lit ça, on se dit ouais, bon, c'est encore un type qui va nous expliquer comment on va sauver le capitalisme. Ok, laisse tomber. Ben non. Justement, bien que ce soit un penseur, entre guillemets, qui est à l'intérieur du système et dont certains propos sont... on voit très bien qu'il y a un optimisme de façade chez lui qui est commandé, mais il y a une partie du bouquin qui est intéressante, c'est ce qu'il explique sur l'émergence des communaux collaboratifs. Et je pense que c'est intéressant, même si la notion ne vient pas du tout de nos milieux, si elle vient du système, mais c'est toujours très efficace quand on trouve à l'intérieur de ce que le système promeut quelque chose à retourner contre lui. C'est intéressant de voir comment cette notion de communal collaboratif et la notion de base autonome durable pourraient se combiner. Je vous conseille ce bouquin. Anecdote, tiens, à ce propos, tout à l'heure, juste avant qu'on doive arrêter, on parlait de Feckle. La petite chose amusante, donc bon, il est membre de la French American Foundation. Et je crois que c'est pour la première fois, le secrétaire d'État au commerce extérieur avait été rattaché au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères. Qui est à la tête des affaires étrangères? Laurent Fabius. Et avant Feckle, qui était à la tête du secrétaire d'État au commerce extérieur? Le phobique administratif, Thévenoud. Et Thévenoud était un proche de Montebourg. Montebourg qui est un apôtre de la démondialisation, au moins dans les discours. Donc c'était quand même très pratique de virer le phobique administratif et de mettre un membre de la French American Foundation, en plus sous tutelle, je crois que ça n'a pas changé, hein, en plus sous tutelle du Quai d'Orsay.
Tu veux dire que nous, en fait, on lui a reproché un truc que les autres font aussi. Voilà. Qu'on savait déjà. Qu'on savait déjà. Merci pour nos conférenciers.